Mélissa Canceliette est experte en neurosciences et en cyberpsychologie. Donc, on s'entend assez particulièrement spécialisée pour le sujet. Madame Canceliette, expliquez-nous pourquoi cette interdiction de cellulaire. Est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce que c'est la seule chose qu'il faut faire? Ou comme je le dis, il va falloir aller plus loin? Alors tout d'abord, bonjour et puis merci de me recevoir. Effectivement, la décision du gouvernement d'interdire donc les cellulaires dans les écoles, oui, dans un premier temps, on peut comprendre qu'on a envie d'écarter ce qui représente un danger. Donc, à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise décision, on le verra par la suite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on peut noter un signal clair et la reconnaissance d'un problème majeur. D'un autre côté, oui, parfois on peut blâmer les jeunes qui fassent grève. Je crois que si on interdisait le cellulaire à nous autres adultes aussi toute la journée, je pense qu'on serait aussi dans des dispositions qui ne sont pas les plus confortables. N'importe quel adulte peut se reconnaître simplement de partir de chez soi et d'avoir oublié son téléphone et de s'apercevoir C'est stressant. qu'effectivement, c'est stressant. On n'est pas. Donc c'est une décision. Oui, on peut comprendre qu'on veuille écarter le danger. Néanmoins, d'un point de vue neuroscientifique et cyberpsychologique, c'est pas du tout suffisant. Je crois aussi que c'est le constat d'une situation que l'on ne maîtrise pas et Hmm. qu'il faut absolument adresser. Oui, mais justement, parce que qu'est-ce que ça fait sur les cerveaux des jeunes, ces cellulaires-là? Je disais, c'est comme la cigarette. La cigarette a des effets sur les poumons, mais aussi sur la dépendance. La nicotine vient jouer dans notre cerveau. Le cellulaire, puis les réseaux Mhm. sociaux. Parce que s'il n'y a pas de réseaux sociaux, je ne suis pas sûr que le cellulaire est aussi dommageable pour les jeunes ou pour nos jeunes. Donc, qu'est-ce que ça fait, ces deux choses-là combinées, sur le cerveau de nos jeunes? Faut savoir que on parlait justement de dépendance, éventuellement d'addiction. C'est des comportements qui se mettent en place à force de répéter des choses et de les rendre indispensables. Je simplifie. Pour le cerveau, notamment des jeunes, il faut comprendre que le cerveau est en maturation en fait. Quand on est jeune, le cerveau en fait, il se trouve qu'il se mature, il est mature vers 20-25 ans, donc Hmm. après la puberté. Et en cela, les jeunes sont encore très, très vulnérables, en fait, à de potentielles addictions. Et du coup, ça les rend encore plus vulnérables à ce que peuvent rendre des expériences numériques comme les réseaux sociaux en termes de dépendance. Par ailleurs, euh, quand on parle de maturation, ils n'ont pas aussi ce qu'on appelle le cortex préfrontal, hein, c'est une zone qui est juste derrière le front et qui permet donc d'avoir non seulement un meilleur contrôle de soi, mais aussi d'avoir une meilleure pensée critique. Et donc ça, c'est important, puisque c'est un système qui se met en développement aussi avec la maturation du cerveau. Et d'une certaine manière, les expériences numériques, notamment les réseaux sociaux, avec les notifications, les gratifications instantanées, les contenus hyper stimulants, en fait, viennent prendre le cerveau jeune comme une véritable proie vulnérable Ah ouais. à ces phénomènes de dépendance. Wow. Mais comment on protège? T'sais, ultimement, là, on interdit. Fait que, OK, tant mieux, mettons, à l'école, on ne l'a pas. Mais mettons que je suis à comparaison à la cigarette, je sors de l'école, je retourne dessus, je vais être à la maison. Le soir, je vais peut-être faire de l'insomnie pour compenser ce que j'ai pas eu. J'ai pas eu ma dose à l'école. Comment on peut les protéger? Est-ce qu'on est capable de leur apprendre ça? T'sais, si je leur dis attention, c'est pas bon pour ton cerveau, il y en a peut-être qui vont dire OK, je vais faire attention. Est-ce qu'on est capable, en leur montrant l'exemple, en disant regardez, vous allez l'utiliser à l'école un petit peu, mais on va voir ce que ça fait à long terme. Comment on pourrait les protéger ou les sensibiliser à ça? Mais en fait, c'est là que les solutions, on va dire, d'immédiateté ne correspondent pas aux besoins parce que oui, ça s'apprend et l'apprentissage, c'est autre chose qu'une interdiction. C'est comme un couteau, je veux dire, on n'apprend pas à utiliser un couteau qui peut être dangereux. On peut tuer quelqu'un avec un couteau et on peut faire la cuisine. Néanmoins, pour apprendre à l'utiliser, ben, il faut l'avoir dans les mains. Ouais. Donc, je crois vraiment que effectivement, oui, on peut apprendre. Les études le montrent aussi. Plus on est formé aux médias, mieux on est capable de discerner les fausses informations des informations réelles. On a des programmes aussi qui sont en place dans d'autres pays, je pense à la Finlande, et qui permettent d'apprendre dès la maternelle à gérer les situations, notamment de cyberharcèlement, et qui montrent des effets très positifs avec une diminution de cas au fil des ans. Donc oui, ces choses-là s'apprennent. Mais effectivement, ça prend du temps et en même temps, un temps qui doit être cohérent face à l'ampleur de l'enjeu, Ouais. qui doit commencer dès le plus jeune âge. Une situation idéale telle que je le vois, c'est d'avoir un minimum d'apprentissage avant même d'avoir un écran dans les mains.
OK, mais comme on apprend... Parce que là, il y a l'intelligence artificielle en plus qui s'ajoute à ça, qui vient comme complexifier le tout. Mais comment on apprend à être prémuni par rapport à... Tu sais, mettons, en maternelle, les parents vont se dire, mais je fais quoi? Je pars d'où? Mais absolument. La raison pour laquelle pour nous aussi, c'est pas forcément confortable de laisser son téléphone et la raison pour laquelle tout le monde va perdre 30 minutes parce qu'il voulait regarder juste 5 minutes sur Ah ouais. Instagram, c'est parce qu'effectivement, on n'a pas été préparé à ça. Ce qui se passe avec les expériences numériques, c'est qu'une des raisons qui fait qu'elles marchent très, très bien, c'est qu'elles sont intuitives. Mais intuitives, pour avoir travaillé chez de grands acteurs technologiques, c'est pas intuitif à faire. En fait, ça se base sur le fonctionnement du cerveau et c'est notamment grâce aux neurosciences qu'on est capable en fait de faire des expériences numériques intuitives, engageantes et qui viennent récompenser. Alors parfois, évidemment, pour faire en sorte que des expériences soient plus accessibles, mais quand il y a des excès, notamment chez les réseaux sociaux, effectivement, il suffit d'apprendre les secrets aussi de fabrication de Hmm. cela. Parce que bien sûr, on a une interdiction, mais est-ce qu'on explique qu'est-ce qui rend spécifiquement les jeunes vulnérables à ces expériences-là? Aujourd'hui, on ne leur donne pas de réponse et la réponse n'existe pas chez tout le monde non plus. Ces technologies ont été déployées extrêmement vite, bien Mhm. plus vite que parfois l'éducation a l'opportunité d'évoluer. Mais je crois vraiment que le salut se trouve dans une expertise, justement dans l'analyse des comportements en ligne et du cerveau, qui forme non seulement un appel à la tolérance, hein, quand on comprend les secrets de fabrication des expériences numériques, qui se basent sur des mécanismes de neuroscientifiques et qu'on est capable de prendre conscience de ça, on a un recul OK. qui se passe, c'est-à-dire qu'on voit ce qui se passe sous le capot. Ouais. En voyant ce qui se passe sous le capot, on peut peut-être trouver de bonnes solutions et les aider, et nous aider comme parents et comme citoyens à comprendre. Mélissa Cancelliette, merci beaucoup d'avoir Merci été là. beaucoup. Au plaisir de se reparler. Je ne suis pas sûr que c'est terminé ce dossier-là, alors on risque de se reparler bientôt. Salut. Avec grand plaisir. Au Au revoir. revoir.